Après avoir refusé mon héritage à ma mère, elle m'a convoqué à une réunion. En arrivant, ses conseillers voulaient m'être forcé à signer. J'ai souri et dit, drôle, moi aussi j'ai amené quelqu'un. Mon nom est Adeline, et j'ai 28 ans. Quand ma mère m'a convoqué à une réunion de famille pour me forcer à lui céder mon héritage, elle avait fait venir ses propres conseillers pour m'intimider. Elle pensait que j'étais seule, faible et sans défense. Mais en arrivant, je n'ai pu m'empêcher de sourire en lui disant, c'est drôle, moi aussi, j'ai amené quelqu'un. L'expression sur son visage à ce moment-là, c'était le début de la fin pour elle. Mais avant de vous raconter en détail comment j'ai déjoué leur plan, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est parti. 3 semaines. Cela faisait exactement 3 semaines que nous avions enterré mon grand-père, Armand Chevalier. 3 semaines que le monde semblait avoir perdu ses couleurs, remplacé par un gris monotone et pesant. Le deuil est une chose étrange, il vous enveloppe comme un brouillard épais, rendant chaque pas incertain, chaque décision lourde. J'étais dans mon petit appartement de Rouen, tentant de trouver un semblant de normalité au milieu du chaos de mes émotions, quand mon téléphone a vibré sur la table basse. Un message de ma mère, Brigitte. Pas de « comment vas-tu ?» pas de « je pense à toi ». Juste une phrase, aussi froide et tranchante qu'une lame de rasoir. Réunion de famille. Dimanche, 15h. À la maison. Aucune explication. Aucune forme de politesse. Juste un ordre. J'ai fixé l'écran, le cœur battant. La maison, c'était la grande demeure normande où mon grand-père avait vécu, la maison de mon enfance, maintenant silencieuse et vide de sa présence chaleureuse. Une réunion de famille? Maintenant? Pourquoi? Une partie de moi, la partie la plus cynique, celle qui connaissait ma mère depuis 28 ans, a immédiatement flairé le piège. Une réunion organisée par elle n'était jamais une simple rencontre. C'était toujours une mise en scène, un tribunal où elle était à la fois juge et procureur. Pourtant, une autre partie de moi, plus fragile, encore endeuillée, voulait y croire. L'espoir absurde que la perte d'Armand nous aurait peut-être rapprochés. Que, face à ce vide immense, nous pourrions enfin mettre de côté nos vieilles rancœurs et nous soutenir mutuellement. Peut-être que cette fois, ce sera différent, me suis-je murmuré, la voix tremblante. Peut-être que le deuil nous a changés? C'était une pensée stupide, naïve, mais le chagrin vous rend vulnérable aux illusions. Je me suis souvenu de mon grand-père. De ses mains calleuses qui sentaient le bois de chêne, de son rire franc qui faisait vibrer les murs de son atelier, de la façon dont ses yeux pétillaient quand il me parlait de l'entreprise, Chevalier et Fils. Il était mon roc, mon mentor, la seule personne de ma famille qui m'ait jamais vraiment vu. Ma mère, elle, ne voyait en moi qu'un reflet déformé de ses propres ambitions déçues. J'ai passé les 2 jours suivants dans une angoisse sourde, oscillant entre la méfiance et ce ridicule espoir. Fallait-il y aller? Fallait-il simplement ignorer ce message, cette convocation qui sonnait comme une menace? Mais ignorer ma mère n'avait jamais fonctionné. Cela ne faisait qu'attiser sa colère et la rendre plus agressive. Finalement, le dimanche matin, j'ai pris ma décision. J'irai. Non pas par espoir, mais par nécessité. Pour affronter ce qui devait arriver, pour ne pas leur donner l'impression que je me cachais. J'ai enfilé une tenue simple mais soignée, j'ai pris les clés de ma voiture et j'ai commencé le trajet d'1 heure de Rouen vers la campagne, vers la maison qui contenait tous mes souvenirs, les bons comme les mauvais. Plus je me rapprochais, plus un nœud se serrait dans mon estomac. C'était le même sentiment que j'avais enfant avant un examen difficile. Sauf que cette fois, je ne savais pas quelles étaient les questions. Et j'avais la terrible certitude que, quoi qu'il arrive, je n'avais aucune chance de réussir. Que cachait réellement cette réunion de famille si soudaine? Pour comprendre la tension qui flottait dans l'air ce dimanche-là, il faut revenir 2 semaines en arrière. Au jour de la lecture du testament. Nous étions tous convoqués dans le bureau de Maître Dubois, le notaire de mon grand-père, un homme au visage sévère dont le bureau sentait le cuir et le papier ancien. L'atmosphère était lourde, solennelle. Ma mère, Brigitte, et ma sœur aînée, Clotilde, avaient sorti le grand jeu vêtu de noir de la tête aux pieds, des créations de couturiers qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer annuel,
elle jouait à la perfection le rôle des femmes éplorées. Brigitte portait d'immenses lunettes de soleil, comme une star de cinéma en deuil, et Clotilde, assise à côté d'elle, reniflait bruyamment dans un mouchoir en soie. Mon petit frère, Pascal, du haut de ses 21 ans, semblait simplement perdu, mal à l'aise dans son costume trop grand, regardant ses pieds comme pour éviter la scène qui se jouait devant lui. Moi, j'étais assise un peu à l'écart. Je ne portais pas de noir. J'avais choisi une robe simple, d'un bleu profond, la couleur préférée de mon grand-père. Je n'avais pas besoin d'un costume pour montrer mon chagrin. Il était gravé en moi, silencieux et profond. Maître Dubois a commencé la lecture d'une voix monocorde. Les legs mineurs d'abord, une somme d'argent pour une cousine éloignée, un don à l'école des métiers du bois que mon grand-père avait toujours soutenu, une petite rente pour sa fidèle femme de ménage. À chaque nom, ma mère hochait la tête d'un air approbateur, comme si elle distribuait elle-même ses faveurs. Puis, le notaire a fait une pause. Il a ajusté ses lunettes, a raclé sa gorge, et a prononcé les mots qui allaient faire exploser notre famille. Enfin, a-t-il dit, concernant la totalité de mes biens restants, incluant mais ne se limitant pas à l'intégralité des parts de l'entreprise Chevalier et Fils, mes comptes d'investissement personnels, l'ensemble de mes biens immobiliers et mes effets personnels. Je lègue tout à ma petite fille, Adeline Chevalier. Le silence. Un silence si total, si dense, qu'on aurait pu l'entendre se briser. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi. Le choc m'a laissé sans voix, le cœur battant à tout rompre. Je savais que mon grand-père me faisait confiance, que j'étais la seule à m'intéresser vraiment à l'entreprise, mais, tout. C'était une responsabilité écrasante. Ce n'était pas un cadeau, c'était un fardeau. Le travail de toute sa vie, et maintenant, ma responsabilité. Je n'ai ressenti aucune joie. Juste le poids immense de ses attentes sur mes épaules. La première à réagir fut ma mère. Elle a arraché ses lunettes de soleil, révélant des yeux injectés de fureur. C'est une plaisanterie, a-t-elle craché, sa voix sifflante. Relisez ça. Il devait être sénile, il ne savait plus ce qu'il faisait. Madame, a répondu calmement le notaire, votre père était en pleine possession de ses moyens lorsqu'il a rédigé ses dernières volontés il y a 6 mois. J'étais présent, tout comme son médecin. Mais ce n'est pas juste, a pleuré Clotilde, passant de la fausse tristesse à la fausse indignation. Grand-père nous aimait tous. Il n'aurait jamais fait de favoritisme. J'ai regardé ma mère, j'ai regardé ma sœur. Et dans leurs yeux, je n'ai vu aucune trace de deuil. Juste de la cupidité pure, une avidité laide et dévorante. J'ai compris à cet instant précis que la guerre était déclarée. Mon héritage n'était pas seulement du bois, des bâtiments et de l'argent. C'était devenu un champ de bataille. Et j'étais seule, au milieu, face à ma propre famille. Comment allais-je pouvoir leur faire face, alors que la seule chose qu'ils voyaient en moi était un obstacle à leur fortune? La bataille a commencé plus tôt que je ne l'imaginais. Pas avec des cris ou des menaces ouvertes, mais avec le venin feutré de la manipulation. En sortant du bureau du notaire, encore chancelante sous le poids de la nouvelle, ma mère m'a interceptée sur le parking. Son visage, quelques minutes plus tôt déformé par la rage, arborait maintenant un sourire mielleux, un masque de sollicitude maternelle qui me donnait la nausée. Adeline, ma chérie, a-t-elle commencé, sa voix douce et calculatrice. Ne t'inquiète pas pour tout ça. C'est juste un malentendu. Ton grand-père était fatigué. Signe-moi juste les papiers pour me donner la procuration, et je m'occuperai de tout. Je diviserai tout équitablement, tu sais bien. Pour que tout le monde soit heureux. Je l'ai regardé, stupéfaite par son audace. Équitablement, ai-je réussi à articuler. Ce n'est pas ce que dit le testament. Son sourire s'est figé. Le masque est tombé pendant une fraction de seconde, révélant la froideur en dessous. Ne sois pas égoïste, Adeline. C'est l'argent de la famille. L'héritage de la famille. Il nous appartient à tous. Non, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. C'est son héritage. Et il me l'a confié. Je lui ai tourné le dos et je suis partie, les jambes tremblantes. Je savais que ma réponse avait allumé la mèche d'une bombe à retardement. Et l'explosion n'a pas tardé.
Le soir même, le harcèlement a commencé. D'abord, un message de Clotilde, s'il te plaît, ne détruis pas notre famille pour de l'argent. Pense à ce que grand-père aurait voulu. C'était ironique, venant d'elle, qui n'avait jamais passé plus de 10 minutes avec lui sans soupirer d'ennui. Puis, un message de ma mère, dégoulinant de culpabilité. Un jour, quand tu auras des enfants, tu comprendras ce que signifie le sacrifice pour sa famille. J'ai tout fait pour vous. Tout, sauf nous aimer inconditionnellement. Les jours suivants, mon téléphone est devenu une arme de torture psychologique. Des appels incessants. Des messages vocaux de vieilles amies de ma mère, des femmes que je n'avais pas vues depuis des années, qui me disaient à quel point elles étaient déçues par mon manque de cœur. C'était une campagne coordonnée, une offensive en règle destinée à me faire craquer, à me faire douter de moi-même, de la volonté de mon grand-père. Et ça a presque marché. Les nuits étaient les pires. Seul dans mon appartement, le silence amplifiait leur voix dans ma tête. Étais-je vraiment si égoïste? Faisais-je la bonne chose? La solitude était un poids écrasant. Je me suis surprise à pleurer, non pas de chagrin pour mon grand-père, mais de fatigue et de désespoir. J'ai regardé mon téléphone, l'envie folle de tout abandonner, de leur donner ce qu'ils voulaient juste pour avoir la paix. Juste pour que ça s'arrête. J'ai fixé le contact de ma mère, le doigt tremblant au-dessus du bouton « Appeler ». C'était si tentant. Mettre fin à la guerre avant même qu'elle ne commence vraiment. Mais l'image de mon grand-père m'est revenue. Son visage ridé, souriant, me disant un jour dans l'atelier, « N'oublie jamais, Adeline. Ce que nous construisons ici, ce n'est pas juste du bois. C'est de la solidité. De l'intégrité. Ne laisse personne te l'enlever. » J'ai éteint mon téléphone. La paix que j'achèterais en cédant serait une paix empoisonnée. Ce serait une trahison. Une trahison envers lui, et envers moi-même. Non. Je ne céderai pas. Mais alors que je prenais cette résolution, je ne savais pas encore jusqu'où ils étaient prêts à aller. Je pensais avoir touché le fond de leur bassesse, mais ils n'avaient fait que commencer à creuser. Qu'est-ce qui peut bien pousser une mère à vouloir détruire son propre enfant pour de l'argent? La pression psychologique ne suffisait pas, voyant que je ne craquais pas, ma mère et ma sœur sont passées à la vitesse supérieure. Elles ont décidé de ne plus s'attaquer à mes émotions, mais à ma réputation. À l'héritage même que je tentais de protéger. L'entreprise, Chevalier et Fils, avait un client historique, Monsieur Dubois. C'était plus qu'un client, c'était un ami de mon grand-père, un homme respecté dans toute la région. Son entreprise de rénovation de monuments historiques était notre plus gros contrat, un projet de plusieurs centaines de milliers d'euros pour la restauration d'un manoir classé. Perdre ce contrat aurait été un coup terrible, peut-être fatal, pour l'entreprise. Et elle le savait. Un mardi après-midi, alors que j'étais plongée dans les comptes pour essayer de comprendre l'ampleur de ma nouvelle responsabilité, mon téléphone professionnel a sonné. C'était Monsieur Dubois. « Adeline » a-t-il commencé, sa voix habituellement si chaleureuse était tendue, pleine d'une méfiance glaciale. « J'ai besoin que nous parlions. »« Bien sûr, Monsieur Dubois. » « Y a-t-il un problème avec la dernière livraison de chêne ?» Il y a eu un silence. Puis il a dit, les mots pesant une tonne, « Le problème, ce n'est pas le chêne, Adeline. J'ai eu votre mère au téléphone ce matin. Et votre sœur. » Mon sang s'est glacé. « Qu'est-ce qu'elles vous ont dit ?» ai-je demandé, ma propre voix à murmure. « Elles sont très inquiètes pour vous, » a-t-il continué, choisissant ses mots avec soin. « Elles m'ont dit que vous ne supportiez pas le choc du décès de votre grand-père. Que vous aviez un historique d'instabilité émotionnelle. » J'ai halté, mais il a continué, implacable. « Elles ont dit que vous n'aviez aucune expérience pour gérer une entreprise comme celle-ci et que, pire encore, vous étiez en négociation secrète pour vendre Chevalier et Fils à un fonds d'investissement parisien, un de ces liquidateurs d'actifs, comme elles ont dit. Pour faire un profit rapide. » Chaque mot était un coup de poignard. Ce n'était pas seulement un mensonge, c'était une calomnie, une fabrication diabolique conçue pour détruire la confiance que mon grand-père et moi avions mis des années à construire. « Monsieur Dubois, ai-je commencé, la voix tremblante, ce n'est pas... »« Adeline, je suis désolée, m'a-t-il coupé. J'admirais énormément votre grand-père.
Je ne peux pas prendre le risque de voir ce projet si important compromis. À moins que vous ne puissiez me donner des garanties très solides, je vais devoir suspendre notre contrat et chercher un autre fournisseur. Quand j'ai raccroché, le téléphone m'a glissé des mains. J'ai regardé fixement le mur, incapable de respirer. C'était donc ça. Elles avaient gagné. Elles n'avaient pas réussi à me briser de l'intérieur, alors elles avaient décidé de tout brûler autour de moi. L'entreprise, le nom de notre famille, l'œuvre de la vie de mon grand-père. Tout. Une vague de panique pure m'a submergée. C'était trop. Trop lourd, trop cruel. J'ai fondu en larmes, des sanglots incontrôlables, le corps secoué par la peur et le désespoir. Ils ont gagné. C'est fini, sanglotai-je. Dans ma détresse, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé la seule personne à qui je pouvais encore parler, mon petit ami, Mathieu. Mathieu, ai-je pleuré dans le combiné, je ne sais plus quoi faire. Ils sont en train de tout détruire. Que auriez-vous fait à ma place? Face à une trahison si profonde, si destructrice, venant de votre propre sang? Auriez-vous abandonné, ou auriez-vous trouvé la force de vous battre? Dites-le moi dans les commentaires, car à ce moment précis, je n'avais plus aucune force. Je croyais sincèrement que tout était perdu. Mais comment peut-on se relever quand on est frappé si bas? J'étais encore recroquevillé sur mon canapé, le visage ravagé par les larmes, quand on a sonné à ma porte. J'ai pensé que c'était Mathieu, qui aurait fait le trajet en urgence après mon appel paniqué. J'ai ouvert sans regarder dans le Judas. Ce n'était pas lui. C'était Pascal. Mon petit frère se tenait sur le paillasson, l'air misérable. Il avait les yeux rouges, le visage pâle. Il n'a rien dit, il m'a juste regardé, et j'ai vu dans son regard une honte et une tristesse infinie. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé d'une voix rauque. J'ai reculé pour le laisser passer. Il est entré dans mon petit salon et est resté debout au milieu de la pièce, les mains dans les poches, comme s'il ne savait pas où se mettre. « Qu'est-ce que tu fais là, Pascal ?» ai-je demandé, ma voix encore fragile. Il a relevé la tête. « J'ai tout entendu » a-t-il dit. L'appel à Monsieur Dubois. J'étais dans le couloir. Maman et Clotilde étaient dans le salon, la porte était entr'ouverte. Elle parlait au téléphone, et elle riait. Ce dernier mot, riait, a résonné en moi comme un glas. Elle riait en détruisant ma vie. Après avoir raccroché, a continué Pascal, elles se sont félicitées. Maman a dit, tu vois, c'est comme ça qu'on la mate. Elle va venir nous supplier à genoux maintenant. Un frisson de dégoût m'a parcouru l'échine. Pascal a vu l'expression sur mon visage. Je suis désolé, Adeline, a-t-il dit, et pour la première fois, j'ai entendu une vraie sincérité dans sa voix. Je n'aurais jamais dû laisser les choses aller si loin. Je savais que ce n'était pas bien, mais j'avais peur. Maman peut être si écrasante. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste écouté. Mais ça, a-t-il repris, secouant la tête, c'est différent. C'est diabolique. C'est l'entreprise de grand-père. Et elles sont en train de la saboter. C'est pour ça que je suis là. Maman organise une réunion de famille dimanche. Ce n'est pas une réunion, Adeline. C'est un piège. Elle a engagé 2 types, des conseillers financiers ou je ne sais quoi. Ils seront là. Ils ont préparé des documents. Ils vont essayer de te forcer à signer. Chaque mot qu'il prononçait confirmait mes pires craintes. Mais entendre la vérité de sa bouche, voir sa prise de conscience, a changé quelque chose en moi. La panique commençait à se dissiper, remplacée par une colère froide et déterminée. Son aveu, sa présence ici, c'était une bouée de sauvetage au milieu de l'océan de trahison. Merci de me le dire, Pascal, ai-je dit doucement. Fais attention, a-t-il ajouté. Elles ne reculeront devant rien. Il est resté encore quelques minutes, dans un silence gêné, puis il est parti, me laissant seul avec ces nouvelles informations. Sa visite était un électrochoc. Je n'étais plus une victime passive submergée par le désespoir. J'étais une femme avertie. Le geste de Pascal, ce petit acte de courage et de loyauté, avait ravivé une flamme en moi. Une flamme de combativité. Il pensait que j'allais venir à genoux?
Ils allaient avoir une sacrée surprise. Ils avaient sous-estimé mon frère. Et ils m'avaient très, très mal jugé. Mais que pouvais-je faire, seul, face à une machination aussi bien préparée? Le départ de Pascal m'a laissé avec un mélange étrange d'effroi et de détermination. Le piège était confirmé, les acteurs étaient en place. Il me fallait un plan. C'est à ce moment-là que Mathieu est arrivé, le visage marqué par l'inquiétude. Il m'a prise dans ses bras sans un mot, et je me suis laissée aller contre lui, puisant dans sa présence la force qui me manquait. Je lui ai tout raconté. L'appel de Monsieur Dubois, la visite de Pascal, le guet-apens de dimanche. Il a écouté attentivement, son expression se durcissant à chaque détail. Quand j'ai eu fini, il ne m'a pas dit que tout irait bien. Il m'a dit quelque chose de bien plus utile. Nous n'allons pas les laisser faire, a-t-il affirmé, son ton ne laissant place à aucun doute. Tu n'es pas seul là-dedans. J'ai quelqu'un que tu devrais rencontrer. Une avocate. Elle s'appelle Isabelle Rocher. Elle est brillante, et elle ne se laisse pas intimider. Le lendemain matin, j'étais assise dans le bureau de maître Isabelle Rocher. Ce n'était pas un de ces cabinets froids et impersonnels conçus pour impressionner. C'était un espace lumineux, avec des plantes vertes et des œuvres d'art modernes aux murs. Maître Rocher elle-même était une femme d'une quarantaine d'années, à l'allure élégante et au regard perçant. Elle dégageait une aura de calme et de compétence. Je lui ai tout exposé, sans omettre le moindre détail, de la lecture du testament à la visite de Pascal la veille. J'ai terminé par l'appel de Monsieur Dubois, la menace qui pesait le plus lourdement sur l'avenir de l'entreprise. Elle m'a écouté sans m'interrompre, prenant des notes sur un calepin. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un instant, le menton appuyé sur sa main. C'est une campagne de déstabilisation en bonne et due forme, a-t-elle finalement dit, sa voix posée. Classique, mais vicieux. Surtout l'attaque sur votre réputation professionnelle. C'est là qu'elles sont le plus vulnérables. Vulnérables? Mais ce sont elles qui m'attaquent. Exactement, a-t-elle souri. Et elles ont commis une erreur. Elles vous ont fourni une arme. Monsieur Dubois. Je ne comprenais pas comment. Nous allons transformer leurs mensonges en preuves, a-t-elle expliqué. Je veux que vous le rappeliez. Aujourd'hui. Dites-lui que vous avez été très choqué par ces accusations, que vous voulez comprendre exactement ce que votre mère lui a dit pour pouvoir clarifier ce terrible malentendu. Soyez poli, soyez professionnel, et surtout, enregistrez la conversation. L'idée m'a terrifié. Je ne sais pas si je peux faire ça. Vous le pouvez, a-t-elle affirmé, son regard ne fléchissant pas, Mathieu m'a dit que vous étiez forte. Votre grand-père vous a tout légué parce qu'il savait que vous étiez capable. Il est temps de le prouver. C'est la première étape. Obtenez cet enregistrement. C'est la pierre angulaire de notre défense. Le reste, laissez-moi m'en occuper. Je suis sortie de son bureau avec le cœur battant, mais pour la première fois, ce n'était pas seulement de peur. C'était aussi d'adrénaline. J'avais une alliée. J'avais une stratégie. De retour à mon appartement, avec Mathieu à mes côtés pour me soutenir, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai composé le numéro de Monsieur Dubois. Mes mains tremblaient, mais ma voix, quand j'ai parlé, était étonnamment calme. J'ai suivi le script de Maître Rocher à la lettre. Et Monsieur Dubois, pensant avoir affaire à une jeune femme acculée, a parlé. Il a tout répété, mot pour mot, les mensonges sur mon instabilité, sur la vente secrète de l'entreprise. Quand j'ai raccroché, j'ai levé les yeux vers Mathieu. Je l'ai, ai-je soufflé. Je l'ai. J'avais la preuve. Le piège était toujours là, mais maintenant, je n'y allais plus les mains vides. J'avais une arme. Mais serais-je capable de l'utiliser contre ma propre famille? Le message de convocation officielle pour dimanche est arrivé le vendredi soir, aussi sec et impérieux que le premier. Mais cette fois, je ne l'ai pas reçu avec angoisse. Je l'ai lu avec une froide résolution. Le compte à rebours était lancé. J'avais 48 heures pour me préparer à la bataille de ma vie. La peur avait laissé place à une concentration intense. J'ai passé toute la journée du samedi enfermé chez moi, transformant mon salon en quartier général. Sur les conseils de Maître Rocher,
j'ai rassemblé méticuleusement toutes les pièces du puzzle. Ce n'était plus une simple affaire de famille, c'était un dossier. J'ai commencé par les finances. J'ai retrouvé les vieux relevés de compte de mon grand-père, ceux qu'il me demandait de l'aider à classer. Son écriture nette et précise était là, sur les lignes de son grand livre de comptes. Prêt à Brigitte, 30 000 €, frais de scolarité Pascal. Je me souvenais de ce jour. Ma mère avait débarqué chez lui en larmes, prétendant que Pascal risquait d'être renvoyé de son université si elle ne payait pas immédiatement. Mon grand-père, bien que méfiant, avait cédé. Une semaine plus tard, Brigitte publiait des photos d'elle sur un bateau de croisière aux Caraïbes, un cocktail à la main. Besoin de décompresser. Hashtag la vie est belle. J'ai imprimé la photo en couleur et l'ai agrafée à la copie de la ligne du livre de comptes. Puis, il y avait Clotilde. Prêt à Clotilde, 20 000 €, chirurgie dentaire urgente. Encore une fois, je me souvenais du drame. Ma sœur l'avait appelée, se plaignant d'une douleur insupportable, d'un implant qui devait être remplacé sur le champ. Et là encore, grâce aux réseaux sociaux, j'ai retrouvé la vérité. Le même week-end, Clotilde se prélassait dans un spa de luxe à Deauville avec ses amis, des photos d'elle en peignoir griffé à l'appui. J'ai imprimé. J'ai agrafé. Chaque preuve était une brique dans le mur que je construisais autour de moi. Mais l'arme la plus puissante restait l'enregistrement de Monsieur Dubois. Je l'ai écouté plusieurs fois, transcrivant les passages les plus accablants. La voix de cet homme, répétant les calomnies de ma mère, était la preuve irréfutable de leur malveillance. En fouillant dans une vieille boîte de documents, je suis tombée sur une photo. C'était moi, à environ 15 ans, dans l'atelier avec mon grand-père. Il m'apprenait à reconnaître les différentes essences de bois. Je souriais, le visage couvert de sueur. Il me regardait avec une fierté et une affection qui me serrait le cœur. Je me suis souvenu de ce qu'il m'avait dit ce jour-là, en passant sa main rugueuse sur une planche de chêne massif. Les gens verront ta gentillesse comme une faiblesse, Adeline. Ils essaieront d'en profiter. Ne les laisse jamais faire. Sois solide. Comme ce chêne. J'ai regardé la photo, puis le dossier que j'avais constitué. Je n'étais plus la jeune fille de la photo. Le deuil et la trahison m'avaient endurci. J'allais être solide. Comme ce chêne. Le dimanche matin, j'ai appelé Maître Rocher pour la prévenir. Je n'ai pas besoin que vous veniez avec moi, lui ai-je dit. Mais pourriez-vous vous tenir prête? Non, loin de là. Je serai dans un café à 5 minutes, a-t-elle répondu. Un seul message, et j'arrive. J'ai rangé tous mes documents dans une mallette en cuir que mon grand-père m'avait offerte pour mon diplôme. En la fermant, le clic du fermoir a sonné comme le chargement d'une arme. Je n'avais plus peur. J'étais prête. Ils voulaient une réunion? J'allais leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Le trajet vers la maison de mon enfance n'était plus un chemin vers un abattoir, mais vers une arène. Et j'entrais dans l'arène, non pas comme un agneau, mais comme un gladiateur. Que trouverais-je derrière cette porte que je connaissais si bien? Je suis arrivée à 14h59. Ni en avance, ni en retard. Ponctuel. C'était un détail, mais il avait son importance. Il signifiait que je n'étais pas intimidée, que je contrôlais la situation. En m'approchant de la maison, j'ai remarqué que tous les volets étaient tirés, comme si on voulait cacher la scène qui se préparait à l'intérieur. Ma mère a ouvert la porte avant même que j'aie pu frapper, un sourire éclatant et faux plaqué sur son visage. Adeline. Pile à l'heure, comme toujours, a-t-elle roucoulé, trop enjouée pour être honnête. Elle m'a fait entrer. Le salon avait été complètement réaménagé. Ce n'était plus la pièce chaleureuse où mon grand-père aimait lire au coin du feu. C'était une salle d'interrogatoire. Le canapé et les fauteuils avaient été disposés en un demi-cercle, faisant face à une unique chaise en bois, isolée au milieu de la pièce. Ma place. Ma famille était déjà là. Brigitte, rayonnante de fausse bienveillance. Clotilde, assise sur le bord du canapé, les mains crispées sur ses genoux, le visage fermé. Mon beau-père, Jean-Luc, se tenait près de la cheminée, les bras croisés, jouant son rôle de patriarche autoritaire. Pascal n'était nulle part en vue, et son absence me serra le cœur. Avait-il eu trop peur de venir?
Et puis, il y avait les deux autres. Deux hommes en costume sombre, la quarantaine, l'air suffisant. Ils étaient assis dans les fauteuils de mon grand-père, des mallettes en cuir posées à leurs pieds. Adeline, je te présente Monsieur Leblanc et Monsieur Martin, a annoncé ma mère d'un ton grandiloquent. Nos conseillers familiaux. Ils sont là pour nous aider à régler ce malheureux malentendu. Je leur ai adressé un bref hochement de tête, sans leur tendre la main. J'ai marché délibérément vers la chaise qui m'était assignée et je me suis assise, le dos droit, posant ma propre mallette sur mes genoux. Le silence s'est installé, lourd et tendu. Tu veux un café, ma chérie, a demandé ma mère, s'accrochant désespérément à son rôle d'hôtesse parfaite. Non, merci. Allons droit au but, ai-je répondu, ma voix plus calme que je ne l'aurais imaginé. C'est Monsieur Leblanc qui a pris la parole, d'un ton paternaliste et condescendant. Adeline, nous sommes ici parce que votre famille est profondément préoccupée. Personne ne souhaite un conflit juridique qui pourrait ternir la mémoire de votre grand-père. Nous sommes convaincus que son intention était de maintenir l'harmonie familiale. Je l'ai laissé parler, sans l'interrompre, le regardant droit dans les yeux. Mon silence semblait le déstabiliser. Il a laissé un testament, ai-je simplement dit quand il a eu fini. Et nous ne le contestons pas, s'est empressée d'ajouter ma mère. Bien sûr que non. Mais tu dois admettre, ma chérie, que partager serait plus harmonieux. Plus juste. Monsieur Martin a alors ouvert sa mallette et a fait glisser une épaisse liasse de papier sur la table basse. Nous avons préparé un accord de redistribution volontaire, a-t-il expliqué. Il vous garantit un pourcentage généreux de 20% de la valeur totale de la succession. Le reste revient à la famille, comme il a toujours été entendu. Entendu par qui, exactement, ai-je demandé, ma voix devenant plus tranchante. C'est là que Clotilde est intervenue, sa voix tremblant d'une émotion feinte. Grand-père était malade, Adeline. Il n'était plus lui-même. Il t'a fait confiance pour que tu fasses ce qui est juste. Le piège se refermait. Ils avaient construit leur récit, le vieil homme confus, la petite fille manipulatrice, la famille bienveillante ne cherchant que l'équité. Ils pensaient que j'étais seule, acculée. Ils attendaient que je pleure, que je cède sous la pression. Mais que se passe-t-il quand l'agneau qu'on s'apprête à sacrifier se révèle être un loup? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Je sais exactement ce qui est juste, ai-je répondu, ma voix ne tremblant pas, et ce qui est juste, c'est de respecter les dernières volontés de l'homme qui a bâti tout ça. Par conséquent, je ne signerai pas vos papiers. Un éclair de fureur a traversé le regard de ma mère avant qu'elle ne reprenne contenance. Monsieur Leblanc, le conseiller, a repris la parole, son ton se faisant plus dur. Adeline, ce serait très regrettable de devoir porter cette affaire devant les tribunaux. Des accusations d'abus de faiblesse ou d'influence indue pourraient sérieusement entacher la réputation de l'entreprise. C'est vraiment ce que vous voulez? Traîner le nom de votre grand-père dans la boue? La menace. La voilà enfin, claire et nette, habillée de jargon juridique. C'était le moment. J'ai posé ma main sur ma mallette en cuir. Avant de répondre à ça, ai-je dit lentement, en regardant chaque personne dans les yeux, j'aimerais clarifier quelques points. Un silence perplexe s'est installé. Il ne s'attendait pas à ça. J'ai ouvert ma mallette avec une lenteur délibérée. J'ai sorti la première feuille. C'était la copie du livre de contes de mon grand-père, avec la photo de la croisière de ma mère. J'ai posé le tout sur la table basse. Maman, ai-je commencé, ma voix calme et factuelle. Il y a 1 an, tu as demandé à grand-père un prêt de 30 000 euros. Tu lui as dit que c'était pour les frais de scolarité de Pascal, qu'il risquait d'être renvoyé de l'université. Est-ce exact? Ma mère est devenue blême. Je ne vois pas le rapport. Le rapport, ai-je continué, c'est que l'université de Pascal était déjà payée. Et 1 semaine après avoir reçu l'argent, tu as posté cette photo. Une croisière de luxe aux Caraïbes. J'imagine que le stress de devoir mentir à ton propre père nécessitait de décompresser, comme tu l'as écrit. Le visage de Jean-Luc s'est durci.
Les deux conseillers se sont échangés un regard mal à l'aise. Je n'avais pas fini. J'ai sorti la deuxième liasse de documents. Le prêt de Clotilde et les photos du spa. Clotilde, ai-je dit en me tournant vers ma sœur. Il y a 6 mois, c'était ton tour. Une chirurgie dentaire d'urgence. 20 000 €. Grand-père n'a pas hésité une seconde. Sauf que ce week-end-là, tu n'étais pas chez le dentiste. Tu étais à Deauville, dans un spa 5 étoiles, sirotant du champagne. Ce peignoir te va à ravir, d'ailleurs. Clotilde a haleté, tout le sang avait quitté son visage. Elle ressemblait à une statue de cire. Ceci est une honte, a rugi mon beau-père, Jean-Luc. Fouiller dans les affaires d'un mort pour salir ta propre famille. Salir, ai-je répété, levant enfin la voix. Je ne salis rien. Je présente des faits. Vous parlez d'un homme confus, d'un vieillard qui ne savait plus ce qu'il faisait. La vérité, c'est que mon grand-père n'était pas confus. Il était épuisé. Épuisé par vos mensonges, par votre cupidité, par vos demandes incessantes. Il tenait des registres méticuleux parce qu'il vous connaissait. Il savait que ce jour arriverait. Il savait que vous viendriez me chercher, que vous essaieriez de me faire pression, de me manipuler. Je me suis levée, dominant la scène. Vous osez parler d'harmonie, de justice? Vous avez passé des années à le considérer comme un portefeuille sur pattes, et maintenant que la source est tarie, vous voulez me faire la même chose. La réponse est non. C'est terminé. Ma mère s'est levée à son tour, le visage tordu par la haine. Tu n'es qu'une petite garce ingrate, a-t-elle sifflé. Mais ces insultes n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. J'avais exposé la vérité. Leur mensonge était là, sur la table, aussi laid et nu qu'eux-mêmes. Leur masque était tombé. Mais la pièce maîtresse de mon plan n'avait pas encore été jouée. Que allaient-ils faire, maintenant que leur secret était révélé? La fureur de ma mère était la réaction que j'attendais. C'était le signal que j'avais touché juste, que leur forteresse de mensonges s'effondrait. Mais je n'avais pas encore porté le coup final. Ingrate, ai-je répété, un calme glacial dans ma voix. Vous voulez parler d'ingratitude? Je me suis tournée vers les deux conseillers, qui commençaient à ranger discrètement leurs stylos, sentant le vent tourner. Messieurs, ai-je dit, captant leur attention. Je suppose que ma mère a omis de vous mentionner un détail dans le charmant portrait de famille qu'elle vous a brossé. Je suppose qu'elle ne vous a pas dit qu'en plus d'essayer de me faire pression, elle et ma sœur ont activement tenté de saboter l'entreprise familiale cette semaine. Leurs visages se sont figés. Saboter, a gloussé Brigitte nerveusement. De quoi parles-tu? Tu délires. Je délire? J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Alors peut-être que Monsieur Dubois délire aussi. J'ai appuyé sur « Play ». La voix de l'ami de mon grand-père, claire et nette, a rempli le silence tendu de la pièce. Votre mère m'a dit que vous aviez un historique d'instabilité émotionnelle, que vous étiez en négociation secrète pour vendre Chevalier et Fils à un fonds d'investissement parisien. J'ai arrêté l'enregistrement. Les deux conseillers étaient livides. Monsieur Leblanc s'est levé d'un bond. Madame, a-t-il dit en se tournant vers ma mère, sa voix pleine de reproches. Vous ne nous avez jamais parlé de ça. Tenter de nuire à l'actif principal de la succession pendant que vous prétendez vouloir le protéger. C'est de la fraude, ai-je complété pour lui. Et c'est une excellente raison pour que n'importe quel juge rejette toute plainte que vous pourriez déposer. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Oh, et j'ai oublié de vous dire. Je ne suis pas venue seule aujourd'hui. Mon avocate, maître Isabelle Rocher, attend dehors. Un seul message de ma part, et elle sera là avec une copie de cet enregistrement et une plainte pour diffamation et tentative d'extorsion. Est-ce que vous voulez vraiment continuer cette réunion? Le mot « avocate » a eu l'effet d'une décharge électrique. Les deux conseillers se sont précipités pour fermer leur mallette. Notre mission ici est terminée, a balbutié Monsieur Martin, évitant le regard furieux de ma mère. Nous n'étions pas au courant de ces complications. Ils ont fui la pièce comme des rats quittant un navire en train de couler. Et c'est là, au milieu du chaos, que l'inattendu s'est produit. Pascal est entré dans la pièce. Il était resté à l'étage tout ce temps, écoutant.
Il s'est avancé et s'est planté devant notre mère. Tu as menti, a-t-il dit, sa voix d'habitude si douce était dure comme de l'acier. Tu as menti sur tout. Tu as utilisé mon nom pour voler grand-père. Tu as essayé de détruire ce qu'il a construit. Tu as essayé de détruire Adeline. Pascal, tais-toi et retourne dans ta chambre, a hurlé Brigitte, le visage décomposé. Non, a-t-il dit. Ce simple mot a eu plus d'impact que n'importe quel cri. Il s'est tourné vers moi. Adeline, je peux partir avec toi? Les larmes me sont montées aux yeux. J'ai hoché la tête. Oui. Viens. C'est alors que mon beau-père, Jean-Luc, a fait un pas vers nous, le torse bombé, tentant une dernière intimidation physique. Tu ne vas nulle part, le mioche. J'ai levé mon téléphone, l'écran bien visible. Toute cette conversation est enregistrée, ai-je dit calmement. Chaque mot. Chaque menace. Il s'est figé net. Le jeu était terminé. Nous sommes passés devant ma mère, pétrifiée par la rage, ma sœur, sanglotant silencieusement, mon beau-père, impuissant. Nous avons ouvert la porte d'entrée et sommes sortis dans l'air frais de l'après-midi. La guerre était finie. Et contre toute attente, nous l'avions gagnée. Mais à quel prix une victoire laisse-t-elle un tel goût de cendre? En sortant de la maison, la lumière du jour m'a presque aveuglé. C'était comme sortir d'une longue et sombre caverne. Maître Rocher était déjà sorti de sa voiture et nous attendait au bout de l'allée, son visage habituellement impassible montrant une pointe de préoccupation. « Ça va ?» a-t-elle demandé, son regard allant de moi à Pascal. « Pascal vient avec moi », ai-je simplement dit. « Et oui, ça va. C'est fini. » Derrière nous, la porte de la maison a claqué si fort que les vitres ont tremblé. Mais pour la première fois, je n'ai pas sursauté. Je n'ai pas regardé en arrière. Le trajet du retour vers Rouen s'est fait en grande partie en silence. Ce n'était pas un silence gêné, mais un silence nécessaire. Un temps pour respirer, pour laisser la poussière de la bataille retomber. Pascal regardait le paysage normand défiler par la fenêtre, le visage encore pâle mais ses traits semblaient plus détendus, comme s'il s'était délesté d'un poids énorme. Arrivé à mon appartement, il m'a suivi sans poser de questions. J'ai fait du thé. Nous nous sommes assis dans mon salon, et pendant des heures, nous n'avons presque pas parlé de ce qui venait de se passer. Nous avons parlé de ses études, de musique, de souvenirs anodins de notre enfance. Nous reconstruisions un pont entre nous, fragile mais réel, au-dessus des ruines de notre famille. Le lendemain matin, après une nuit de sommeil étonnamment profond, je me suis sentie différente. Plus légère. La colère et la tension des dernières semaines avaient disparu, laissant place à un calme étrange et à une immense clarté. Je savais ce que je devais faire. J'ai laissé Pascal dormir et j'ai conduit jusqu'à la maison de mon grand-père. La maison que je possédais désormais. J'ai utilisé la clé qu'il m'avait donnée des années auparavant. L'intérieur était silencieux, l'air sentait la poussière et les souvenirs. Je suis allée directement dans son bureau. Assise dans son vieux fauteuil en cuir usé, j'ai ouvert le tiroir central de son bureau. À l'intérieur se trouvait son journal personnel, un carnet à la couverture de cuir noir qu'il avait tenu pendant des décennies. Je l'ai feuilleté. Il y avait tout. Des notes sur l'entreprise, des pensées sur la vie, et oui, des entrées détaillées sur chaque prêt qu'il avait accordé à ma mère et à ma sœur. Mais c'est à la dernière page que mon souffle s'est coupé. Une écriture un peu tremblante, datant de quelques semaines avant sa mort. Adeline a ce que Brigitte n'a jamais appris, la retenue. La patience. Elle ne dilapidera pas tout pour des bêtises. Elle a le cœur d'un constructeur, pas d'un consommateur. Je lui laisse tout, non pas parce que c'est facile pour elle, mais parce que ce sera difficile. Et je sais qu'elle est la seule assez forte pour le supporter. Elle protégera cet héritage. Les larmes ont coulé sur mes joues. Des larmes de gratitude, de tristesse, mais surtout, des larmes de soulagement. Il m'avait comprise. Il avait su. Je n'étais pas seule. Son amour et sa confiance étaient là, dans ses mots, me guidant au-delà de la tombe. Cet après-midi-là, j'ai revu Maître Rocher. Je lui ai montré le journal. Puis, je lui ai demandé de rédiger des documents pour créer un fonds d'études au nom de Pascal.
Pas un cadeau, mais un outil. L'argent serait débloqué pour payer son université et ses frais de subsistance, lui donnant l'indépendance financière pour finir ses études sans avoir à dépendre de qui que ce soit. C'était ma façon de lui rendre son courage. Quand je suis rentrée, j'ai trouvé Pascal en train de lire un des vieux magazines professionnels de grand-père. Je me suis adossée au cadre de la porte. Tu sais, ai-je dit, il a toujours voulu lancer une gamme de matériaux écologiques. Mais l'ancien conseil d'administration était trop frileux. Il a levé les yeux, un intérêt nouveau brillant dans son regard. Que dirais-tu d'un stage, ai-je proposé. Un vrai. Pour apprendre le métier. Depuis le bas de l'échelle. Un lent sourire a illuminé son visage. Oui, a-t-il dit fermement. J'adorerais ça. Un nouveau chapitre commençait. Mais pourrions-nous vraiment construire quelque chose de nouveau et de solide sur des fondations aussi brisées? Un an a passé. Un an de travail acharné, de doutes, mais aussi de petites victoires. L'entreprise, Chevalier et Fils, n'a pas seulement survécu, elle a commencé à se transformer. Pascal s'est révélé être une force tranquille, tout comme mon grand-père l'avait espéré. Il a plongé dans son travail avec une soif d'apprendre qui m'a impressionné. Il a passé du temps à l'atelier avec les anciens ouvriers, apprenant les secrets du bois. Il a suivi des cours du soir en gestion d'entreprise. Il était le premier arrivé, le dernier parti. Ensemble, nous avons réalisé le rêve de notre grand-père. Nous avons lancé Gamme Armand, notre nouvelle ligne de matériaux de construction durable et écologique. Le succès a été immédiat, nous apportant une nouvelle clientèle et donnant un nouveau souffle à l'entreprise. Parfois, en le regardant négocier avec un fournisseur ou dessiner un plan, je voyais une étincelle de mon grand-père dans ses yeux. Nous n'étions pas seulement des collègues, nous étions une équipe, reconstruisant notre lien fraternel planche par planche, tout comme nous reconstruisions l'entreprise. Et les autres? Les nouvelles sont rares et vagues. J'ai appris par des connaissances que Brigitte et Jean-Luc avaient vendu la maison et déménagé dans le sud de la France. Loin. Un nouveau départ pour eux, une paix bienvenue pour moi. Certaines blessures ne guérissent jamais vraiment, on apprend simplement à vivre avec les cicatrices. Clotilde m'envoie un message pour mon anniversaire. Un simple, joyeux anniversaire. Je réponds, merci. C'est tout. Le pont entre nous est détruit, et je ne sais pas si j'aurai un jour la force ou l'envie de le reconstruire. Peut-être que le temps, ou peut-être pas. L'héritage que mon grand-père m'a laissé n'était pas facile. Il était lourd de responsabilités et pavé de conflits. Mais il m'a donné quelque chose de bien plus précieux que de l'argent. Il m'a donné un but. Il m'a forcé à trouver en moi une force que j'ignorais posséder. La force de fixer des limites, de dire non, de me battre pour ce qui est juste, même contre mon propre sang. Aujourd'hui, quand je marche dans l'atelier, que je respire l'odeur du chêne et de la sciure, je ne ressens plus le poids du fardeau, mais la fierté de l'héritage. Ce n'est plus seulement son entreprise, c'est la nôtre. Celle de Pascal et la mienne. Une entreprise construite sur des fondations d'intégrité, de travail et de respect. Les vraies valeurs qu'Armand Chevalier a voulu nous transmettre. La véritable richesse, ce ne sont pas les actions en bourse ou les titres de propriété. C'est la clarté de ses principes et la force de vivre en accord avec eux. C'est de pouvoir se regarder dans le miroir chaque matin sans honte. C'est de dormir la nuit, en paix. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Le chemin a été difficile, mais il m'a appris que même dans les familles les plus sombres, il peut y avoir une lueur d'espoir, et que la plus grande richesse est celle que l'on construit soi-même. Si vous aussi, vous avez dû vous battre pour vos convictions ou faire face à une situation familiale difficile, partagez votre expérience dans les commentaires. Vos histoires comptent. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a touché, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous.